Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bienvenue sur Westrack Radio, il est 17h tout juste passé. Vous êtes dans votre Magal West du vendredi 3 mai 2024 et c'est Lucie au micro. Aujourd'hui, on passe une heure ensemble avec de l'information, de l'actualité et du divertissement au programme de cette émission. De la musique pour une dernière découverte Ferrarock de cette semaine, puisque c'est la dernière émission de la semaine. On va retrouver Madame et leur nouvel album Thanks for the Noise. Aujourd'hui, nous découvrirons aussi l'action que propose Mémoire et Patrimoine autour du D-Day, du débarquement et de la reconstruction de la ville du Havre. On en parlera avec Justine. La Frite, c'est l'association qui propose du théâtre d'improvisation au Poulailler, mais aussi à Gonfreville-Lorcher. On découvrira le folklore autour du théâtre d'improvisation, les règles, les faux pas à ne pas faire, et surtout on découvrira l'association La Frite, qui est l'invité du jour. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les informations locales avec Mathieu, qui va particulièrement nous préciser ces nouvelles pistes cyclables qui arrivent autour de la rue du président Wilson et qui apparemment sont un vrai succès. On fera bien sûr le tour de la météo et puis on va aussi parler évidemment des événements, théâtre, lecture jeunesse qui sont organisés pour cette fin de semaine. On en parle dans un instant. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 21h21. On gagnera donc 3 minutes de soleil. Cet après-midi, au Havre s'annonce assez ensoleillé. La température actuelle est de 13 degrés. Le ressenti est de 11. Le vent, lui, est en moyenne entre 15 et 16 km/h, tourné vers l'ouest-sud-ouest. Ce soir, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. La température va retomber à 13 degrés. Le vent, lui, devrait atteindre en moyenne les 7 km/h, tourné vers l'ouest-nord-ouest. Demain, nous serons samedi, c'est le week-end. Le soleil se lèvera à 6h31 et se couchera à 21h22. Demain, on aura donc 3 minutes de soleil en plus. Dans la matinée, vous pourrez retrouver le soleil. La température demain matin est annoncée pour 8 degrés, ressenti 6 sur le thermomètre. La force du vent va osciller entre 12 et 13 km/h et sera tournée vers le sud. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 89%. Demain après-midi au Havre, la pluie sera au rendez-vous. La température de demain après-midi sera comprise entre 13 et 14 degrés. Le ressenti, lui, sera plutôt tourné vers 12 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 8 km/h direction sud. Demain en soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température va retomber à 14 degrés, ressenti 13 et le vent devrait atteindre en moyenne les 12 km/h tournés vers l'est-nord-est. Et on retrouve tout de suite dans le Magal West les informations avec Mathieu. Il nous précise cette nouvelle piste cyclable qui est arrivée autour de la rue du président Wilson et qui semble satisfaire les cyclistes. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce vendredi 3 mai. Depuis le mois de novembre 2023, les rues du président Wilson, Guillemard et d'Étretat se sont dotées de pistes cyclables sécurisées dans le cadre de l'expérimentation du nouveau plan de circulation dans le quartier Saint-Vincent au Havre. Près de 6 mois après le début de cette expérimentation, l'association La Roue Libre dresse un premier bilan en moyenne chaque jour entre 7h et 9h. 160 cyclistes empruntent la rue Président Wilson selon les comptages de l'association. C'est l'équivalent de Rouelle en une journée. Or, pour le moment, ces pistes ne sont pas pérennes. La ville devrait faire un point d'étape d'ici le mois de juin. L'association Mémoire et Patrimoine appelle au témoignage. Elle souhaite rendre hommage aux victimes du bombardement du tunnel Génère 80 ans après le drame du 6 septembre 1944 en créant un lieu de mémoire enterré vivant dans le tunnel Génère. C'est ce qu'il s'est passé le 6 septembre 44 au deuxième jour du bombardement de la ville du Havre par les Anglais. 326 Havrais s'étaient réfugiés dans une galerie de la ville haute, pourtant interdite d'accès. Ils y furent bloqués par une bombe tombée à l'entrée ouest. À 19h30, seules 7 personnes
personnes ont survécu et ont été évacuées par les sauveteurs le lendemain à 7h30. 80 ans plus tard, l'association Mémoire et Patrimoine Le Havre travaille depuis plusieurs mois pour retrouver l'identité et l'histoire des victimes. Un lieu de mémoire leur sera consacré dans l'un des sites de l'association qui fait régulièrement découvrir aux curieux l'ancien hôpital militaire allemand, le point fort numéro 5 ou encore le central téléphonique, le PC Flac. Depuis le 15 avril et jusqu'à la fin du mois de juin, le sculpteur Philippe Pousset expose une sélection de ses œuvres au jardin suspendu du Havre. Réparties dans l'ensemble des jardins thématiques intégrés dans la végétation, les serres ou groupées au sein de l'alvéole 13, les sculptures en bois de l'Orléanais sont dictées par la matière elle-même. Parmi les œuvres que le visiteur croisera au fil de sa promenade, une salamandre géante exposée sur la pelouse de l'entrée sud attire immanquablement le regard. Il a choisi les divers emplacements de ces sculptures en concertation avec l'équipe des jardins suspendus, privilégiant l'extérieur pour les pièces monumentales, le plus souvent en pin Douglas calciné. Attention, ils vous observent, les potelés du quartier Danton, allée Aimé Césaire au Havre, ne passent plus inaperçus depuis que le street artiste Cyclope alias Olivier Donte a posé sa touche graphique inspirée de l'univers des Lego, des potelés dotés d'un œil, d'une bouche aux expressions moqueuses ou amusées, de véritables personnages intrigants, un art ludique et anthropomorphique qui emprunte son langage artistique aux jouets, à la BD ou au bestiaire animalier. Cyclope alias Olivier Donte est natif du Havre et vit à Bagnolet dans la banlieue parisienne où il a son atelier. L'artiste réalise pour de nombreuses villes des installations personnelles qui revisitent notre usage de l'espace public. Et enfin, la manifestation Gros Ménil dans tous ses états fait son retour les samedis 4 et dimanche 5 mai à Saint-Romain-de-Colbosc. La grande fête champêtre du territoire organisée par la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole en collaboration avec l'association L'Aétrait devrait encore attirer des milliers de visiteurs cette année. Bien qu'axé depuis ses débuts sur le jardinage avec des professionnels, des artisans, des associations, Gros Ménil dans tous ses états va rassembler une cinquantaine d'exposants sur les hauteurs de Saint-Romain et la manifestation s'est ouverte à d'autres disciplines, conférences, expositions, spectacles, ateliers vont occuper le public, dont les plus jeunes, avec des contes et une ferme pédagogique. Gros Ménil dans tous ses états, c'est ce week-end à Saint-Romain-de-Colbosc. Voilà. Vous retrouvez l'information locale, nationale et internationale tous les matins avec Mathieu dans l'émission le 8 à 9 et puis en podcast sur le site de west-track.com. Comme toujours dans le Magal Ouest, direction notre agenda culturel, on retrouve des événements qui sont organisés pour bien débuter ce week-end. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur West Track Radio. Et on commence avec du théâtre, on en a beaucoup parlé. La compagnie Ici et Maintenant se produit tout au long de la semaine avec 2 pièces, Docteur Folamour et 8 femmes. 8 femmes se produisent ce soir, c'est du théâtre. L'histoire raconte celle d'un matin de Noël où on retrouve un père de famille assassiné dans sa chambre. Pourtant, aucun criminel n'a pu entrer ni sortir et ce sont donc les 8 femmes présentes qui sont accusées. Vous pouvez découvrir cette pièce ce soir mais aussi demain à 20h30 au Poulailler, 7 bis rue du Général Sarail. Le tarif est de 5 €. Vous téléphonez au 02 35 43 32 10. Du théâtre avec aussi à Montivilliers la compagnie qui va nous présenter Toc Toc, une nouvelle comédie de Laurent Baffy avec 6 patients qui bavardent dans la salle d'attente du docteur Stern, spécialiste des troubles obsessionnels du comportement. Ils apprennent à se connaître et tentent une thérapie de groupe en attendant le médecin. C'est ce soir mais aussi demain à la salle Michel Valéry de Montivilliers, tarif 10 €, réservation au 06 51 75 86 31 ou au 06 66 30 97 22. Attention, cette pièce est déconseillée aux moins de 12 ans. Certains propos sont inadaptés aux jeunes oreilles. Et enfin, dernier événement, ça se passe demain à Fécamp avec une lecture jeunesse pour les enfants de 3 à 6 ans. C'est demain à 16h30 et jusqu'à 17h30. C'est à la librairie Benz au 42 rue Alexandre Legros à Fécamp. Il n'y a pas besoin de s'inscrire et c'est totalement gratuit.
Vous êtes à l'écoute de Westrack Radio et de votre émission Le Magal Ouest avec Lucie jusqu'à 18h et un petit temps musical à retrouver tout de suite avec la Ferrarock. C'est notre partenariat de la semaine et on conclut donc cette belle semaine de partenariat avec l'album de Madame, Thanks for the Noise, 2 titres inédits à découvrir dans un instant, La Meute et Dance. Et je vous retrouve juste après avec nos invités, c'est la Frite, théâtre d'improvisation qui se produit régulièrement au Poulailler. On va pouvoir découvrir qui ils sont, comment se déroulent les matchs d'impro de la Frite et puis surtout les matchs interfrites. C'est en deuxième partie d'émission et juste avant, nous retrouverons Justine pour un reportage. Elle s'est rendue auprès de l'association Mémoire et Patrimoine qui organise actuellement un recueil autour des témoignages concernant la destruction du Havre et la reconstruction du Havre, mais aussi le débarquement. C'est dans un instant avant découverte de Thanks for the Noise, album de Madame. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le groupe de punk et de rock Madame vient de sortir un premier album, Thanks for the Noise, sorti le 12 avril 2024 en autoproduction. Cet album est en partenariat Ferrarock du 29 avril 2024 au 5 mai 2024. Au début de Madame, il n'y avait rien. Le groupe ne se connaissait pas de nom, pas de compo. Le groupe s'est enfermé dans le studio pour écrire les premiers morceaux ensemble, un processus que le groupe n'a jamais lâché depuis. Puis il y a eu les concerts, aussi vite que possible, parce que faire des concerts, c'est ce que le groupe aime. Au début, il n'y avait personne, puis au fur et à mesure, un peu plus de monde. Dans la mer. Dans la main.
Madame reste intriguée de voir ce nom grandir, de se retrouver sur les programmations, d'entendre les gens chanter les paroles que eux-mêmes oublient parfois, faire de la musique qui leur plaît avec les personnes qu'elles aiment et arriver et partager avec des gens qui le comprennent, une étrange sensation, assez enivrant, vibrant parfois. Try not to shout in the dark. You don't even fall in the night, do you? Try not to doubt that it's dark. Or have you ever fallen in love? Then till the end of the world. Then till the end of the world. Then till the end of the world. Then till the dance, 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 dance. Et puis après les concerts pour Madame, il y a eu le silence. Arrêter les concerts pendant de longs mois pour préparer la suite. Enfin l'arrivée de cet album, le retour des concerts, recommencer à tout donner jusqu'à en perdre le souffle, l'équilibre, la raison, crier, danser, rire et pleurer, voir les gens en faire autant. Après des mois de silence, fêter le retour du bruit et fêter surtout ce premier album en autoproduction, Thanks for the Noise de Madame, sorti le 12 avril 2024 et mis en valeur cette semaine par la Ferrarock. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous venez de découvrir Thanks for the Noise, un album de Madame, partenaire Ferrarock cette semaine, avec 2 titres à retrouver un peu partout sur les plateformes de streaming, en boutique ou sur le site de la ferrarock.org. Le titre s'appelle La Meute et l'autre titre, le dernier que vous avez écouté, s'appelle Dance, tous deux issus donc de Thanks for the Noise, un album qui est sorti au mois d'avril 2024. Justine aujourd'hui nous propose un reportage autour de Mémoire et Patrimoine, une association au Havre qui propose de recueillir des témoignages autour du débarquement, de la destruction et de la reconstruction du Havre bien sûr. On le découvre ensemble tout de suite et juste après, nos invités, ce sont la Frite, association de théâtre d'improvisation amateur.
2024 est une date commémorative importante dans l'histoire de la Normandie. Le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie commençait et s'ensuivit 100 jours de bataille et finalement la libération du Havre le 12 septembre 1944. Mais à quel prix ? Le Havre, ville détruite et en deuil. Le président de l'association Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945 s'est prêté au micro de Westrack pour nous parler de son association et de son projet actuel, collecter des témoignages liés au bombardement du tunnel Jenner du 6 septembre 1944. Le devoir de mémoire est primordial et c'est ce qu'on va écouter maintenant. Donc bonjour Eric, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Bonjour Justine, je suis Eric Hochkorn, je suis le président depuis quelques années de l'association Mémoire et Patrimoine Le Havre 3945. Très bien, et alors vous êtes membre de cette association, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association en quelques mots ? Oui, bien sûr, c'est une association qui existe au Havre depuis plus de 20 ans et qui a pour but de préserver le patrimoine de la Seconde Guerre mondiale et de le faire visiter au public. Et alors pourquoi vous vous êtes engagé dans cette association ? Je suis tombé dedans un petit peu dans la Seconde Guerre mondiale quand j'étais jeune. Je suis tombé sur des livres que j'ai lus, ça m'a passionné. J'en ai acheté beaucoup d'autres depuis. C'est un sujet qui m'intéressait. Et puis un jour, j'ai été visiter un ouvrage et on m'a proposé de me joindre à l'association, ce que j'ai fait avec plaisir. Et c'est très intéressant. Il y a beaucoup de membres dans votre association ? Il y a environ une trentaine de personnes. D'accord, ok. Vous organisez des événements, vous participez à des événements ? Vous êtes assez dynamique sur les réseaux sociaux à ce que j'ai pu voir. Est-ce que vous pouvez nous parler des événements auxquels vous participez ou que vous organisez ? Tout à fait. On a donc 5 sites. On en a 4 sur le Havre et 1 à l'extérieur du Havre à Montévilliers. Et donc ces sites, on essaye de les faire visiter le plus souvent possible au public, même si c'est pas toujours évident, puisque vous avez certains sites qui sont dans des propriétés privées, donc il faut à chaque fois l'accord du propriétaire. On a surtout le plus gros site qui est l'hôpital allemand du Havre, qui est situé en haut de la rue Henri IV, qui est vraiment un site exceptionnel, mais très chargé d'histoire, puisqu'il a 170 ans d'existence, puisqu'avant d'être un hôpital allemand, c'était des glacières de la brasserie polaire. Et donc, ce site, on essaye de le faire visiter tous les mois. Ça nous permet d'accueillir plus d'1 millier de visiteurs par an. Ok, j'ai vu que vous recherchez des témoignages sur le bombardement qui s'est passé au tunnel Jenner en septembre 1944. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Tout à fait. En fait, c'est une tragédie qui a eu lieu donc le 6 septembre 1944. En fait, la ville basse a été bombardée le 5 septembre, ce qui a occasionné les dégâts que vous connaissez, avec un centre-ville entièrement rasé. Le 6 septembre, vous imaginez que tous les Havrais sont très inquiets de revoir revenir les bombardiers. Tout le monde cherche un abri. Les abris sont tous évidemment pleins, puisque les gens s'y installent des fois pour plusieurs jours. Ils viennent avec de quoi manger, de quoi subsister pendant ces dures journées. Les gens cherchent des abris. Et quand le tunnel, il faut pas l'imaginer comme il existe aujourd'hui, c'est simplement une galerie de mine de 2 mètres sur 2 mètres qui est creusée dans sa partie montante du tunnel de haut en bas et qui sert d'abri. Donc là, la ville du Havre l'a prévu pour accueillir plusieurs milliers de civils. Et dans la partie descendante, la construction a été interrompue par les Allemands, ce qui fait qu'il y a un morceau de galerie côté cour de la République qui a été réquisitionné par l'armée allemande et une partie nord qui ne peut pas servir d'abri car qui n'est pas équipée de sortie de secours et donc qui est fermée. Quand le 6 septembre, les bombardiers commencent à revenir sur le Havre, ça s'entend de loin, un Lancaster avec ses 4 gros moteurs. Les gens vont se précipiter vers les abris, vont trouver les abris pleins et donc ils vont rentrer dans cet abri qui n'en était pas. Ils vont rentrer dans ce tunnel, ils vont s'abriter dans ce tunnel et malheureusement il y a une bombe qui va tomber sur l'entrée et ce qui va piéger 326 personnes à l'intérieur de la galerie. Ils ne peuvent pas respirer, il n'y a pas d'air qui rentre et donc malheureusement au bout de quelques heures ils vont quasiment tous mourir asphyxiés, il n'y aura que 7 survivants. Après les bombardements, après la libération de la ville du Havre, il a fallu retrouver toutes ces personnes, les sortir, les inhumer, tout ça, ça a été fait dans une ville dévastée évidemment par les bombardements. La priorité c'était quand même de reconstruire la ville, la priorité des soldats américains qui étaient arrivés au Havre c'était de reconstruire le port pour l'utiliser. Les victimes, ça a été un peu fait à la va-vite. En fait, aujourd'hui, on rouvre ce dossier. Alors, on aurait aimé le faire sur toutes les victimes des bombardements du Havre, mais ça aurait été extrêmement compliqué parce que nous, on est seulement une petite association, on est 3 ou 4 sur ce dossier. Et donc, pour les 80 ans de la libération du Havre, en fait, on avait envie de marquer le coup, de faire quelque chose. Pas forcément de se tourner vers des activités de matériel militaire, de véhicules. Ce qui nous intéressait, c'était de se tourner vers les civils, qui ont été vraiment un petit peu mis de côté sur cette grande histoire de la libération du Havre. Et donc, toutes ces victimes, on aurait aimé pouvoir retrouver
leur visage, des témoignages les concernant. On va se concentrer uniquement sur le tunnel Jenner, c'est déjà 319 personnes, ce qui est déjà important. Ça fait une quantité de travail qui est vraiment énorme. Mais si on arrive seulement à retrouver ne serait-ce que la moitié des photos de ces gens, je trouve que avoir en face de soi 150 portraits de personnes décédées ce jour-là, c'est beaucoup plus impressionnant que d'avoir une stèle avec marqué 319 victimes ou même une liste de noms. Avoir des visages, c'est toujours plus parlant. Est-ce que vous avez déjà reçu des témoignages ? Bien sûr, Okay. ça arrive. On a lancé d'abord sur Facebook, qui est un vecteur qu'on utilise par notre association. On a créé un site spécial qui s'appelle Il y a 80 ans, la tragédie du tunnel Jenner. Nous avons déjà des témoignages d'arrivée. On a eu la chance que le journal Havrais aussi nous fasse un petit article bien sympathique qui nous a permis encore d'avoir des contacts. Et donc ça y est, ça rentre. On a déjà dépassé la quinzaine de photographies, de témoignages, d'informations sur les familles. Mais c'est très intéressant et ça réveille des mémoires familiales. En fait, c'est plutôt des personnes entre 20 et 50 ans qui ont lu les messages et puis qui ont été voir leurs grands-parents en disant « Dis donc, il n'y avait pas une histoire avec le tunnel Jenner ?» Les photos ressortent des archives et ouais, ça avance. On espère avoir un résultat concret pour le 6 septembre. Très bien. Et alors, quel est le but ? Qu'est-ce que vous voulez en faire de ces témoignages ? Alors, à terme, on aimerait déjà que le 6 septembre, on pouvoir faire une exposition sur la plage Jenner, si la mairie nous en donne l'autorisation, bien entendu, pour que, au-delà de la stèle, on voit un peu ces visages et puis qu'on comprenne un petit peu que c'est plus qu'un chiffre, que c'est vraiment des Havrais, comme vous et moi, qui ont péri dans ce tunnel. Ensuite, on va l'exposer sur un de nos sites. Alors, on n'a pas encore clairement défini lequel, parce qu'on a 2 possibilités. Voilà, ça restera à terme toujours visible par les visiteurs qui viendront sur nos sites. Très bien. Et alors en quoi le devoir de mémoire c'est important pour vous ? Puisque c'est un devoir de mémoire finalement de faire cette recherche. Tout à fait. C'est important parce qu'en fait, c'est en train de disparaître. La Seconde Guerre mondiale, c'était hier, en termes de temps historique, par rapport à la grande histoire de l'humanité. La Seconde Guerre mondiale, c'est hier. Et en fait, ce qui est toujours impressionnant quand vous regardez les photos de la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez vous promener dans la ville, les bâtiments sont toujours là pour ceux qui n'ont pas été détruits, bien entendu. En fait, c'est proche aussi parce que ça a touché nos familles. C'est ancré dans la mémoire des Havrais qui ont perdu des personnes de leur famille, qui ont perdu des voisins. Ma famille, d'ailleurs, a aussi perdu 2 personnes dans ce tunnel Jenner, justement. Et je pense qu'il faut toujours rappeler ce que c'est la guerre. La guerre, c'est pas les jeux vidéo, c'est pas les films avec Stallone ou avec Schwarzenegger. La guerre, ça touche aussi les victimes, les enfants. Et on a fait un gros travail pour lister ces victimes du tunnel Jenner. Vous avez des familles avec 4 enfants. Les parents et les 4 enfants, la petite dernière ayant seulement quelques mois, qui sont restés là-dessous. Au-delà des grands films hollywoodiens sur la Seconde Guerre mondiale, ça a touché vraiment les Havrais dans leur cœur, dans leur cellule familiale. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit oublié. Alors après, c'est valable aussi, évidemment, pour toutes les villes qui ont été bombardées en France, et notamment en Normandie, puisque la Normandie a quand même payé le prix le plus cher de la libération. C'est valable à chaque fois dans toutes les guerres, et aujourd'hui aussi, si on peut prendre l'histoire en Ukraine, c'est pareil, les bombardements sont faits un peu au hasard et tombent bien souvent sur les civils. Malheureusement, c'est pareil aussi en Palestine. Il ne faut pas oublier que la guerre, c'est pas juste Hollywood, c'est aussi des victimes civiles, des gamins, des femmes, qui y restent et qui n'ont rien demandé. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point, puisque la Seconde Guerre mondiale, il y a énormément de civils qui ont péri. Bien sûr. Et alors, c'est bientôt les 80 ans de la libération du Havre, donc c'est en septembre de cette année. Tout à fait. Et donc, comment vous appréhendez cet événement ? Avec beaucoup de travail en perspective. En fait, il faut qu'on avance sur ce projet, donc les réponses continuent d'arriver un petit peu tous les jours. On a aussi les sites qu'il faut qu'on prépare pour ces 80 ans, avec des nouveautés. On investit sur certains sites pour leur faire un petit coup de propre et apporter des choses nouvelles pour les visiteurs, notamment les panneaux d'information et autres. Voilà, cette année, le gros travail de mémoire, il est vraiment tourné vers ces victimes du tunnel Jenner. Le 6 juin 1944, c'est donc le débarquement en Normandie. On est une région qui est riche en sites historiques à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre lieu incontournable sur cet événement, qu'il soit au Havre ou dans la région ? Bien sûr, il y en a énormément. Il y a énormément de très beaux musées sur le débarquement et la bataille de Normandie. Difficile de les citer tous. Le musée du Tabitch est superbe. On a une relation privilégiée aussi avec le musée Radar de Douvres-la-Délivrande, qui ont fait un super boulot, qui ont des très beaux ouvrages à faire visiter, et qui ont des maquettes aussi de reconstitution qui sont très belles. Ils ont fait un super boulot. Vous avez le musée de Sainte-Mère-Église aussi qui a été refait à neuf, avec qui on collabore aussi régulièrement, qui nous ont fait un don de vitrine et on les remercie encore parce que ça nous aide beaucoup.
Poitou. En fait, toute la basse Normandie a depuis longtemps fait ce travail de mémoire et de recherche autour de ces opérations de 1944. La Haute-Normandie est un peu à la traîne. Dieppe a fait pas mal de choses par rapport à la tentative de débarquement de 1942. Le Havre, il y a un monde associatif qui s'y est collé depuis pas mal d'années. Il y a des associations qui font aussi un super boulot sur le Havre. Il y a Astonia, il y a Histoire et Passion 44, vous en avez plein. Alors, ça va être difficile de tous les citer. Vous avez aussi à Bruneval une association qui a fait un super travail. Il y a 2 ans, en 2022, on a fêté les 80 ans de l'opération sur le radar de Bruneval aussi. Vous avez aussi, très intéressant, c'est un musée qui se trouve à Gonfreville-l'Orcher sur les camps cigarettes et les cités provisoires. Au Havre, il y a vraiment plusieurs associations passionnantes. Il y a plein de sites à visiter. On ne peut pas se limiter à un seul site, ce sera très compliqué, mais tout le monde fait du bon boulot. Et je veux juste resituer, c'est la place du Havre dans la bataille de Normandie. Pendant très longtemps, quand vous alliez dans les musées en Basse-Normandie, la bataille de Normandie s'était terminée fin août, et puis voilà, c'était tout. Mais le Havre a été libéré le 12 septembre après une bataille de chars, plusieurs centaines de tués des deux côtés, 12 000 prisonniers, c'est quand même pas anecdotique. Aujourd'hui, ça commence à bouger. C'est difficile, il a fallu qu'ils fassent des efforts, notamment entre eux pour se mettre d'accord. Mais si vous allez aujourd'hui au mémorial de Caen, on parle maintenant des 100 jours de la bataille de Normandie. Les 100 jours de la bataille de Normandie, ça commence le 6 juin 1944 et ça finit le 12 septembre 1944 avec la libération du Havre. Très bien, merci beaucoup. Et est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ? Par rapport à notre opération sur le tunnel Génère, j'aimerais qu'on ait déjà le maximum de témoignages, évidemment, de photographies. Mais je voudrais surtout, c'est que les familles qui sont concernées par cette tragédie soient présentes le 6 septembre prochain, place Génère, qui nous rejoignent autour de la stèle. Alors moi, j'y suis depuis de nombreuses années, ne serait-ce que par mon passé familial. En général, il y a 20-30 personnes, c'est toujours très limité. Mais là, j'aimerais bien que tout le monde soit là et puis que vraiment que les personnes qui ont vécu cette tragédie familiale puissent être présents, qu'on marque le coup et qu'on dise que ces 319 personnes, c'était pas juste une liste de noms, mais que c'était vraiment des gens à part entière. Merci à Eric d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous pouvez contacter l'association Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945 si vous avez un témoignage à partager au sujet du bombardement du tunnel Génère. Vous pouvez aussi participer aux commémorations qui auront lieu au Havre au mois de septembre pour les 80 ans de la libération de la ville. C'était Justine pour Westrack Radio. Merci Justine, tous les reportages sont à retrouver en podcast sur le site de west-track.com. Vous pourrez y retrouver les derniers reportages de Justine ainsi que de Maxime. Avant de vous emmener, direction peut-être le Québec et le Canada au pays du hockey en compagnie de la frite. Quel est le rapport entre le théâtre d'improvisation mais aussi le hockey ? Vous allez le découvrir en écoutant cette interview. Juste avant, je vous propose un petit détour par la musique avec l'artiste Forever Pavot et leur titre Forever XP. Nouveauté dans la playlist Westrack pour ce mois de mai. On le découvre ensemble et juste après, j'accueille la frite. Let's go. What's a soldier without a war? Rich without the poor, kids without chores, and the glass without the pores. A world without laws, a model with no flaws, a tiger with no claws, lumberjack with no saw, with 3 with no 4, with king with no court, some coke with no snort. You buy it but can't afford a house with no roof, the truth with no proof, a mouth with no tooth, some socks with no shoes, detective with no clues, it's rap with no blues, a clock with no snooze, a drunk with no booze, a flower with no bees, a snoop with no trees, the beach without a breeze, you planet with no seeds, a preacher who won't preach, no class for you to teach, a seeker who won't see, a dancer with no feet, got plans but don't lead, a tree with no leaves, big cars but no keys, no blood for you to lead, no heights for you to reach, no games for athletes, no rappers for rap beats, no food for you to eat, in a world with no you and me, I said a world with no you and me, shit's crazy, I don't think about how I got there but what made me, it's gotta make a sense like a drug dealer with babies, it's gotta be 100 like 20 plus 80, it gotta be legit like you ain't try to play me, like you ain't try to serve me the biscuits without gravy, like you was all out of ammo but still aiming, like we was on the court and you constantly throwing
showing flagrance like you knew I was learning, but you ain't have the patience. Mais ouais, il me suffit d'appuyer sur un petit bouton ici à côté de moi. Je vous entends plus. Ah, vous m'écoutez maintenant. Vous m'écoutez parce que vous avez peur. Hey yo, you ain't a friend of me, you can't reciprocate my energy. I shared memories with God out in Italy, and he was telling me that I'm my own worst enemy. It's multiplicity, I'm working hard, like it's telling me they don't deserve your energy, especially if it's investing in something that potentially can be a memory. I need stability inside my life, can never let it be. My mind's playing tricks on itself, such a tricky thing. Born broke, but you know them opposites attract. We learn alchemy young to turn that hope into stacks, making moves over jacks, putting points on the back. Either that, grab a strap, taking all the shit they had, it's real. I never been the type to miss a meal. We gon' light another one, take a drink, crack the seal, flies in your eardrum. We ain't never feared none, forever XP in the spot. We rock the cash bar. What? Yeah, we up in the spot, dawg. We rock the cash bar. Aujourd'hui, je suis au théâtre Le Poulailler avec Camille et Johan de la Ligue d'impro de Gonfreville-Lorcher, qui est aussi appelée La Frite. Alors la Frite n'est pas née au Havre ni dans l'agglomération, mais au Québec, suite à la découverte du théâtre d'improvisation, avant de s'exporter jusqu'à chez nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de La Frite et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Alors la Frite, effectivement, c'est une bande de copains qui est partie au Québec et qui est revenue avec l'idée que l'improvisation pouvait très bien marcher en France, et on crée du coup la Fédération régionale d'improvisation théâtrale il y a 32 ans maintenant. Et depuis, on essaye de faire des spectacles qui tiennent la route et on s'amuse sur scène avec tous les adhérents qui nous rejoignent chaque année. Du coup, c'était une première au Havre ? Il n'y avait pas d'autres troupes d'improvisation ? Le peu d'improvisation qu'il y avait en France, c'était très situé à Paris. Mais faut savoir que la Frite, c'est la première association hors Paris, amateur d'improvisation théâtrale en France. Donc, c'est dit, les mots sont dits, vous êtes amateur, mais pourtant vous montez des spectacles assez régulièrement. Il y a aussi des questions d'atelier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites un peu ici, assez régulièrement, au niveau de la Frite, des ateliers et des matchs d'impro, mais on va en parler un petit peu après aussi. Effectivement, on est des amateurs, mais on aime bien proposer au public des jolis spectacles, et du coup, notre credo, c'est de s'entraîner. Donc, toutes les semaines, on a 3 groupes qui s'entraînent, les nouveaux, les intermédiaires et les confirmés. On s'entraîne, parce que l'improvisation, ça se travaille. C'est effectivement improviser, mais il faut avoir des références, il faut avoir de la culture, il faut avoir l'envie de monter sur scène aussi, les postures, la voix qui porte, enfin... Tout ce genre de choses, ça, effectivement, c'est pas inné et il faut s'y faire. Donc, on entraîne les gens, on a 3 fois par semaine, et on fait des spectacles une fois par mois au Poulailler, une fois par mois le CPC de Gonfreville. Oui, c'est pas parce qu'on dit le mot improvisation que c'est n'importe quoi, vous montez sur scène et vous vous laissez porter. Il faut quand même avoir du bagou déjà. Comment ça se passe dans un spectacle ? Est-ce que c'est les spectateurs qui vont venir apporter des mots, des thèmes ? Est-ce que vous avez déjà des idées ? Ou quand vous montez sur scène, c'est la surprise, vous savez pas du tout ce qui va se passer. Alors en fait, notre gros concept qu'on pratique le plus et qui est le plus courant et le plus connu dans l'improvisation francophone, c'est le match d'improvisation. Et dans ce match d'improvisation, il y a un rôle qui est central et très important, c'est le rôle d'arbitre, qui est essentiellement là. Donc il va en amont, il va construire son match, il va préparer des thèmes, il va préparer des catégories. Il peut aussi préparer des fois des catégories où il va demander le thème au public, etc. Tout est possible. Et après, lui, il est là en fait pour cadrer un peu les choses, parce qu'effectivement, l'improvisation, il y a un cadre à respecter qui est très important. Ce rôle d'arbitre est là justement pour s'assurer que les joueurs le respectent bien, éventuellement sanctionner si certains joueurs dépassent un peu trop du cadre, mais voilà, l'essentiel est là. On a aussi des concepts où pour le coup on n'a pas d'arbitre et tout ça, c'est des concepts un peu plus libres et c'est plus du format type cabaret, mais nous comme on est habitué à ce cadre du match, en fait en faisant des cabarets, en faisant d'autres concepts de ce genre là, on respecte quand même ce cadre, on est tellement habitué à le respecter
qu'on va pas en sortir même s'il n'y a pas d'arbitre pour s'assurer que tout va bien. Vous parlez d'arbitres, de joueurs, de sanctions et de matchs. Est-ce que c'est violent? On peut être blessé? Alors, c'est pas violent. On peut se blesser s'il y a des joueurs qui sautent de trop haut, s'il y a des joueurs qui font des positions un peu bizarres. On se blesse surtout nous-mêmes. Voilà, c'est pas une confrontation violente, mais c'est vrai qu'on reprend en fait les codes du hockey sur glace parce que c'est ce qu'ils font au Québec. Donc l'arbitre, les deux équipes, la scène sur laquelle on joue, on appelle ça une patinoire. Voilà, donc c'est vraiment, on a des vareuses de hockeyeurs, thème du hockey qui est repris pour l'improvisation. Dans ce contexte, on ressort vainqueur quand les équipes, en fait, les deux équipes ont trouvé leur place parce que c'est une confrontation, mais c'est aussi un partage et il faut que les deux équipes s'écoutent, il faut que ça construise des histoires, il faut qu'ils sachent où ils vont pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et généralement on est content quand les joueurs ressortent de là avec la banane en disant là j'ai bien fait, là je suis content, et que ça soit une équipe ou l'autre en fait, à la frite en tout cas on compte pas vraiment les points, on les compte parce que c'est le folklore et parce que le public vote, donc c'est important quand même de savoir pourquoi ils votent. Nous c'est plutôt la convivialité, le partage, que tout le monde se sente bien, qu'on fasse des impros construites, bien dirigées. Elles peuvent être tristes, drôles, elles peuvent être sérieuses, elles peuvent être complètement partir en live, mais voilà, un match ne fait pas l'autre, parce que l'improvisation fait que c'est improvisé, c'est le but. Le texte c'est déjà très différent, mais alors sur l'improvisation c'est encore pire. Et en fait, on dit même souvent que on joue pas l'un contre l'autre, enfin l'une équipe contre l'autre, on joue ensemble en fait. C'est quoi un bon match d'impro du coup? Effectivement, pour le public, le folklore veut que c'est une confrontation, mais le plus important, c'est que les joueurs, et peu importe l'équipe dans laquelle ils sont, jouent ensemble en fait. C'est surtout ça qui est important pour faire un bon spectacle et pour que le public ressort ravi, et les joueurs aussi d'ailleurs, et tout le staff scénique qui va avec. Est-ce que le rôle de l'arbitre peut changer? On peut devenir arbitre de temps à autre, ou est-ce que c'est une personne dans la troupe qui est notifiée comme étant l'arbitre? Alors nous, on a plusieurs arbitres dans notre troupe, mais on les a formés pour. C'est-à-dire qu'il faut connaître les fautes, parce que oui, il y a des fautes. On peut être hors sujet, on peut être un peu trop vulgaire, on peut être un peu cabotin, on peut faire des fautes de clichés. Enfin, il y a énormément de fautes qu'il faut connaître et qu'il faut savoir siffler au bon moment. Et comme disait Johan, il faut savoir diriger aussi le match, c'est-à-dire savoir construire un match, pas faire des impros trop longues ou trop souvent ou pas assez. Il faut trouver les thèmes, il faut trouver les ambiances, il faut trouver les catégories. C'est comme tout le reste, ça se travaille. Nous, on a formé nos arbitres, donc là, on tourne avec une dizaine d'arbitres. Ça tourne à chaque match, c'est jamais le même arbitre, donc jamais la même ambiance, parce que ils ont tous des styles différents d'arbitrage, de décorum aussi, et de façon de voir le match. Ça se travaille, au bout d'un moment, on arrive à aussi acquérir une certaine aisance. Est-ce qu'il arrive, comme un comédien ayant un texte, de se retrouver là, face au public, à se dire « Ah, bah là, j'ai pas d'idée ». C'est pour ça aussi qu'on a une équipe autour de nous. Je sais pas si on peut parler d'équipe, mais avec les autres joueurs. Est-ce que ça peut arriver des fois que l'improvisation aussi le côté créatif où on n'a pas de limite justement nous bloque et qu'on soit un peu comme ça béat de se dire qu'est-ce que je vais raconter pour la suite? Ça devrait pas arriver effectivement, surtout quand c'est des joueurs plus expérimentés. En fait, en étant expérimenté, on apprend en fait à s'en sortir dans n'importe quelle situation. On fera pas forcément des choses exceptionnelles tout le temps, mais on saura toujours faire quelque chose de au moins convenable. Il me semble pas avoir vu un joueur expérimenté, enfin quelqu'un qui est vraiment bien formé, à se retrouver avec la page blanche, à pas savoir quoi dire ou quoi faire. On a toujours un truc pour s'en sortir. Comme vous le disiez juste avant, effectivement, on est une équipe en fait sur laquelle s'appuyer et qui justement est censée aussi réagir quand il y a ce genre de soucis. Il faut savoir aussi que pendant un match, quand l'arbitre donne son thème, une catégorie, et ainsi de suite, chaque équipe a une quinzaine de secondes pour se balancer des idées avant de monter sur scène. Donc généralement, s'il y a quelqu'un qui ne le sent pas, qui est vraiment page blanche, qui dit là je sais pas du tout quoi faire, il va pas monter sur scène. Voilà, le leader de l'improvisation, c'est pas celui qui sait pas quoi faire. Enfin, en tout cas, nous à la frite, ce qu'on fait, c'est que si on ne se sent pas de jouer une impro, on ne la joue pas. Vaut mieux ne pas jouer une impro plutôt que de se dire se forcer à le faire et au final que ça rende vraiment pas bien du tout, quoi.
Les entraînements, ils se font du coup au Poulailler, au Havre, mais aussi à Gonfreville-Lorcher, à l'espace culturel. Mais vous sortez un peu des frontières, j'ai envie de dire, de l'agglomération havraise. En janvier, vous avez été jusqu'à Bolbec. C'est une envie nouvelle que vous avez de partir un peu plus loin? En fait, nous, on est toujours partis un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a toujours fait des déplacements, que ce soit en France ou en Europe, ou même au Québec. On est déjà parti plusieurs fois au Québec. Cette année, on est parti en Allemagne, on est parti en Belgique et en France aussi. Enfin voilà, on rencontre énormément de ligues et c'est important aussi pour nous nourrir, pour voir comment ils font ailleurs, pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire, de nouveaux concepts aussi qu'on pourrait importer ici. Pour la région havraise, en fait, c'est plutôt des demandes des salles qui nous sont arrivées et on trouve que c'est une très bonne idée d'aller plus loin que le Gonfreville ou le Havre. Et donc, on est allé à Bolbec, on est allé à Goderville aussi. Potentiellement, si on a des dates, si les salles sont prêtes à nous accueillir, nous, on peut se déplacer éventuellement. Donc on a le tournoi Interfrit. Donc là on joue entre nous, on fait monter aussi sur scène des gens qui n'ont pas encore joué, des novices, parce qu'on les entraîne depuis septembre et normalement ils devraient avoir acquis quelques notions. Donc on fait jouer aussi les groupes 2, les groupes 3, enfin voilà, c'est une espèce de grande répétition avant notre grand tournoi international qui aura lieu sur le week-end de la Pentecôte, donc le 17, 18 et 19 mai. Et en mai, nous avons donc le 8 mai au Poulailler et le tournoi international de la Pentecôte le 17, 18, 19 mai au le CPC de Gonfreville-Lorcher. Donc ça, c'est pour vous voir directement sur scène. Si on a envie de rejoindre l'équipe de joueurs, est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce qu'on peut venir être formé? Non, c'est un non. En fait, c'est pas non. C'est non pour tout de suite. C'est non pour cette année. Jusqu'au mois de juin. Mais tous les ans, on ouvre en septembre nos portes aux débutants. En fonction de la place disponible, pour accueillir de nouveaux talents en quelque sorte. Donc, c'est ce qu'on fait tous les ans et donc d'ici là, ce sera en septembre et d'ici à là, la fête de la ville. On a toujours un stand à la fête de la ville de Gonfreville-Lorcher où on accueille, on peut renseigner les gens, ils peuvent venir nous voir. Et après, suite à cette fête de la ville, on fait une journée porte ouverte au Poulailler pour tous les gens, pareil, qui voudraient venir s'inscrire ou venir même nous découvrir, voir s'ils peuvent venir faire de l'improvisation. Sachant que notre groupe des débutants, on met une limite parce que là, cette année, par exemple, on est 62 adhérents. C'est énorme pour une petite association d'amateurs comme nous. Et c'est très bien, hein, on est très 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 content, mais c'est vrai que du coup c'est compliqué de bien apprendre l'improvisation quand on a un groupe de plus de 20. C'est compliqué et on limite les places généralement du groupe 1. On peut pas accueillir tout le monde. Alors cette année c'était 45 € l'année. On va peut-être voir le budget à la hausse parce qu'on a des frais aussi, hein, comme toute association. Franchement on est à 45 € depuis le passage à l'euro je crois. Donc là on va pas augmenter de beaucoup. Si on a envie de suivre toutes vos aventures, on peut vous rejoindre directement sur le site. Il y a un site de la Frite pour avoir toutes ces dates que vous nous avez données. Et puis aussi pour tout ce qui est les informations sur le mois de septembre, les adhésions, etc. Exactement, c'est lafrite.fr. On est aussi sur Facebook, c'est lafrite76. Et sur Instagram, c'est pareil, lafrite76. Et on précise, parce qu'on est à la radio, on imagine peut-être que la frite s'écrit avec un E, mais c'est pas la frite avec un E, c'est la frite juste avec un T. F-R-I-T. Merci beaucoup. Sur le site de la Frite, vous avez toutes les informations sur la programmation du mois de mai, toutes les informations sur les inscriptions pour le mois de septembre pour ceux qui veulent rejoindre l'équipe de la Frite. Et puis la Frite se produit donc régulièrement au Poulailler, au Havre ou directement à l'espace de la Pointe de Caux de Gonfreville-Lorcher. Sur leurs sites respectifs, vous pouvez donc retrouver les informations sur les prochains rendez-vous de l'association La Frite, F-R-I-T. Et puis à partir de 18h sur le site de Westrack Radio, vous retrouvez le podcast de cette émission avec tous les liens. N'hésitez pas à aller checker tout ça et vérifier la programmation. Merci à La Frite et merci au Poulailler pour leur invitation. Vous retrouvez à partir de lundi une autre émission. Le Magal Ouest continuera jusqu'à lundi et mardi puisque après nous retrouvons à nouveau des jours fériés. Vous retrouverez aussi Mathieu dans le 8 à 9. Ce week-end, les émissions se poursuivent avec de la musique, de la philosophie, des découvertes, de la cuisine, tout un tas de choses. Vous retrouvez la programmation sur le site de Westrack à nouveau. Et je vous rappelle qu'on est aussi sur Instagram et Facebook. On partage régulièrement la grille des programmes. Et puis le vendredi, il y a toujours un petit TikTok ou un petit Reels qui arrive. Vous pouvez les découvrir sur notre TikTok, notre Facebook en story ou sur notre Instagram, directement sur les Reels ou sur la story. N'hésitez pas à aller voir celui du jour. Il concerne le Printemps de Bourges
où on s'est rendu avec Mathieu pour vous faire vivre les 4 jours du festival. Vous pouvez les découvrir directement donc sur le TikTok ou le Reels ou aussi en podcast sur le site de west-track.com. On a enregistré toutes les émissions qui ont été diffusées. Ce sont 2 émissions de 2 heures chacune avec les Inouïs, les invités et les chanteurs qui se sont produits sur la scène du Printemps de Bourges. Je vous souhaite un excellent week-end et on se quitte avec Brain Story. C'est un titre que je vous ai sélectionné parce que c'est une nouveauté. C'est de la pop et le titre s'appelle Nobody But You. Très bon week-end et à lundi.